Bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord remercier Ibuka et l'UEJF qui, depuis tant d'années, organisent cette cérémonie de commémoration du génocide des Tutsis au Rwanda, ainsi que la mairie de Paris qui offre cette année une ampleur un peu plus particulière en cette date symbolique des 20 ans du génocide. En perpétrant leur crime en 1994, le Hutu Power entendait éradiquer de façon définitive les Tutsis de la surface du globe. Leur projet, quand je vois ici toute une série de personnes qui sont réunies, ce projet a échoué. Que ce soit à Paris, que ce soit à Kigali ou ailleurs, il y a bien évidemment des enfants qui sont nés depuis 1994, qui sont nés de celles et de ceux qui étaient condamnés à périr. Et d'autres enfants naîtront. De ceux qui furent pensés comme une race maudite, se tissent à nouveau les fils d'une vie qui rejaillit. Ces enfants, ces filles et ces fils seront médecins, seront aides-soignants, seront avocats, seront ouvriers, seront agriculteurs, seront boulangers, seront vendeurs. Et ces enfants, pour certains d'entre eux, recevront les honneurs parce qu'ils excelleront dans leur domaine. D'autres recevront des honneurs parce que, souvent de façon anonyme, ils seront des femmes et des hommes de bien. Mais tous, à leur façon, seront le témoignage précieux d'une humanité qui reprendra ses droits et à laquelle ils contribueront positivement. Parallèlement, il est à espérer que les noms des bourreaux soient devenus de façon irrémédiable des noms synonymes d'une infamie, reconnus comme tels et universellement acceptés. Mais pour que le crime de génocide subi par les Tutsis soit le marqueur de cette infamie, nous savons qu'il nous faudra lutter sans relâche contre les logiques négationnistes, commencer alors même que le crime n'était pas achevé. Si les fils de la vie se sont retissés parmi les populations Tutsis, il faut les vivifier, les rendre plus solides, en tissant les fils d'une mémoire dont la virulence de la contestation n'a d'égal que l'immensité du crime commis. Elie Wiesel rappelait que le génocidaire tuait deux fois, en tuant le corps, mais également en effaçant la mémoire de son crime. Mais le négationnisme est évidemment une partie intégrante du projet génocidaire. Le négationnisme est certes un projet sans cadavre, mais il est un crime qui tend à rendre le même meurtre à nouveau envisageable. Il est un crime qui vise à pouvoir se gausser de la mort impunie. Il est un crime qui rend la vie des survivants étouffante, puisque menée dans l'angoisse de la possible répétition de la tentative d'anéantissement et dans la douleur qui découle de l'insulte faite à la mémoire des disparus. La vie n'est pas qu'une réalité biologique, car une vie pleine et accomplie ne peut être menée comme une vie d'angoisse. Elle doit au contraire être une vie remplie d'opportunités et faite de projections dans un avenir serein. Je dois à cet égard regretter, ça a été fait avant moi, que la France, depuis de nombreuses années, ait été le centre d'une intense activité négationniste. Une activité tellement intense qu'elle a même pris la forme de certaines procédures judiciaires qui n'avaient plus rien à voir avec la justice, mais toutes avec un projet idéologique aussi immonde qu'inassumé. Je me permettrai aussi de regretter qu'en cette année 2014, Pierre Péan soit élevé à la dignité de chevalier de la Légion d'honneur. Je ne pense pas que la Légion d'honneur soit faite pour ceux qui mettent leur notoriété au service du colportage de thèses visant à renverser les rôles du bourreau et de la victime. C'est pourtant ce que fit ce monsieur dans son ouvrage « Noir fureur, blanc menteur ». Les relations entre la France et le Rwanda ont d'ailleurs connu une nouvelle phase de tension ces dernières heures. Je dois dire d'emblée que je regrette que l'ambassadeur de France à Kigali ait été déclaré persona non grata lors des cérémonies à Kigali, alors que la justice française, après une longue phase de complaisance avec les génocidaires installés sur notre territoire, commençait enfin à enquêter, instruire et condamner. Il était sans doute temps
de jeter des ponts et non pas de risquer de creuser des ravins. Cependant, la France ne peut pas se contenter, souvent d'ailleurs via des responsables politiques qui occupaient des fonctions éminentes en 1994, de se draper dans une vertu outragée. La France doit regarder sereinement et courageusement son rôle qui, à minima, témoignait de lourdes défaillances. La Belgique, par la bouche de son Premier ministre, Verhofstadt, a présenté ses excuses au Rwanda dès l'année 2000. Les États-Unis, certes beaucoup plus timidement, ont fait de même par la bouche de Bill Clinton. Pourquoi est-il donc si dur pour notre pays de regarder en face ce qu'a été son action lors d'un génocide dont nul ne pouvait ignorer dans les chancelleries qu'il était en train de se perpétrer? Le génocide n'a pas été un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Le génocide a été l'aboutissement d'une longue logique de préparation, d'une longue logique d'implantation du racisme dans les esprits au Rwanda, et ceci sur plusieurs décennies. Comment expliquer que la France ait formé la gendarmerie rwandaise qui deviendra ensuite le fer de lance du génocide? Comment se fait-il que la France ait abandonné ses salariés Tutsis de son ambassade et de son centre culturel? Comment se fait-il que le capitaine Baril, recyclé dans le rôle d'un pathétique mais sanguinaire mercenaire, ait pu livrer des armes au régime génocidaire? Comment expliquer que main génocidaire ait pu quitter le Rwanda grâce à la complicité ou à la complaisance de responsables français? Comment se fait-il que tant de génocidaires aient pu mener sur notre territoire une vie respectable jusqu'à une période récente? La France a, sur la question du génocide des Tutsis, un examen de conscience à réaliser. Non parce qu'elle serait collectivement responsable du drame vécu par les Tutsis, mais parce que, en son nom et à l'insu du peuple, certains responsables ont manifestement failli. On entend beaucoup ces dernières heures d'anciens ministres se draper dans de bien grands mots. Ne nous parle-t-on pas, lorsque le rôle de la France est interrogé, de l'honneur bafoué de l'armée française? L'invocation de l'honneur comme paravent à la vérité ne doit pas nous impressionner. Pour ma part, j'estime qu'il ne peut pas y avoir d'honneur sans vérité. Et si les deux devaient irrémédiablement s'exclure, alors il faudrait préférer la vérité sans phare à un honneur sans fondement. Mais les choses, fort heureusement, et c'est un signe d'espoir, avancent. Le fait même que cette année, la mairie de Paris est décidée, est annoncé qu'il y aura un lieu de mémoire, est la preuve qu'en France, il y a fort heureusement des responsables qui veulent faire avancer les choses. Je me permets aussi de saluer la présence de Thomas Melonio, qui est conseiller de François Hollande à l'Élysée et qui, depuis plusieurs années, d'ailleurs, dans d'autres fonctions, est présent à ces cérémonies du 7 avril. Il y a donc des points d'appui, fort heureusement. La France n'est pas monolithique, loin s'en faut, et je suis sûr que les choses avanceront dans le bon sens. Mais tous ces fils, les fils de la vie, les fils de la mémoire, les fils de la vérité, nous arriverons à les retisser. Il restera alors à retisser les fils les plus complexes et les plus improbables dans le contexte rwandais, où les bourreaux côtoient les victimes et où demain, les fils, les enfants des bourreaux côtoieront les enfants des victimes. Ces fils, ce sont ceux de la fraternité et de la démocratie. Quand ces fils seront renoués, le projet génocidaire, fondé sur l'oppression et la haine inextinguible, aura alors vraiment cessé d'être. Je vous remercie.